présenter. Bonjour. Bonjour. Alain G. Ça, je On commence à montrer les affiches pour les 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Les 10 dernières secondes, on va les montrer à 1 minute. Par la suite, on va faire 5 minutes de période de questions. Qu'est-ce qui fait la différence entre un rêve et la réalité? C'est un plan. Vous rêvez de voyager. Vous rêvez de profiter de votre retraite et d'en profiter avec vos petits-enfants. C'est donc pourquoi vous nous avez consulté, mon équipe et moi. Donc, avant de commencer, je vais vous les présenter. Monsieur Michael Larouche, Maxime Blanchette et moi-même, Sarah Simard. Donc, aujourd'hui, on est vraiment content de vous présenter la planification financière personnelle qu'on a faite spécialement pour vous. Donc, pour le plan de la présentation, on va y aller dans l'ordre qui suit. On va commencer avec les objectifs. Donc, on a vraiment fondé toute notre stratégie, nos analyses sur vos objectifs et vos préoccupations. Ensuite, on va poursuivre avec l'analyse. Donc, on va faire un portrait global de la situation actuelle. Puis, dans la partie stratégie, on va partir de notre analyse pour atteindre vos objectifs. Puis, on va terminer avec le suivi. Donc, les objectifs et préoccupations que vous nous avez mentionnés. Vous étiez préoccupé par la planification successorale, la vente de votre entreprise, donc quel impact fiscal que ça pourrait avoir sur votre situation, la vente de votre résidence et l'achat d'un condo à Montréal, vos placements, donc regardez vos stratégies de placement et d'investissement, puis surtout les stratégies de décaissement à la retraite. Donc, pour la partie analyse, on a concocté un bilan consolidé pour vous. Donc, actuellement, vos actifs personnels, vous avez 1 300 000, ce qui comprend le RPDB, que mon collègue va vous expliquer plus tard, de 108 000 Vous avez actuellement en épargne et placement 45 000 ce qu'on va chercher à optimiser dans nos stratégies. Vous avez des passifs de 12 000 c'est des cartes de crédit qui ont des taux d'intérêt qui sont très élevés. Donc, vous avez une valeur nette d'1 300 000 au point de vue personnel, ce qui ne comprend pas votre entreprise. Donc, les hypothèses qu'on a prises, c'est le taux d'inflation de 2 la RRQ, vous allez recevoir 100 de la rente jusqu'au décès, puisque vous avez cotisé pleinement lors de vos années de travail. Pour la PSV, on a pris pour hypothèse que monsieur allait devoir rembourser, dépendamment des revenus qu'il va recevoir à la retraite, puisqu'ils vont varier au cours de la retraite, puis elle est totale pour maman. On a utilisé une espérance de vie de 90 ans, ce qui est plutôt prudent. Et le taux de rendement des placements, on a estimé 4 et le taux d'imposition, il va varier durant la retraite. Donc, pour les placements, actuellement, vous avez 80 en croissance contre 20 en revenus fixes. Donc, il serait vraiment important de protéger votre capital en vue de votre retraite. Actuellement, vous avez un portefeuille qui est, je dirais, beaucoup plus risqué. Donc, on opterait plutôt pour un profil d'investisseur qui serait modéré. Donc, ce qu'on vous propose, c'est 40 croissance contre 60 revenus fixes. Donc, ça viendrait vraiment protéger votre capital en vue de votre retraite. Puis, on a estimé un taux de rendement de 4 on va conserver sensiblement les mêmes fonds. On va juste revoir la répartition, puisque c'est dans vos valeurs, je crois, d'encourager l'environnement et ce qui est éthique. Donc, on va conserver les fonds qui vont dans ce sens-là. Au niveau de la vente de maison, donc, vous nous avez parlé à quel point que vous vouliez vendre votre maison présentement pour votre retraite. Vous avez parlé également que vous vouliez partir en voyage. Donc, on a constaté également que vous aviez une résidence secondaire. On a calculé un petit peu au niveau des gains en capital pour la résidence principale et la résidence secondaire. Donc, effectivement, si on vend l'un ou l'autre, on ne peut pas avoir l'exemption d'impôt pour les deux à la fois. Par contre, la vente de la résidence secondaire n'est pas dans le sujet. Donc, pour profiter pleinement de l'exemption d'impôt présentement de la vente de la maison qu'on va faire présentement, avec un gain en capital de 300 000 excusez-moi, on va prendre la maison, on va aller chercher la pleine exonération d'impôt, puis on va aller chercher 500 000 qui va aller directement dans nos poches. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces 500 000 $-là? On va commencer par en prendre une partie
de 200 000 $ pour l'achat d'un condo. Parce que vous nous avez parlé également que vous vouliez avoir un condo. On va prendre également les cotisations de CELI. Donc, on a mis 59 000 ici. Donc, pourquoi 59 000? Parce que vous avez également dans vos actifs une partie en épargne. Donc, c'est dans des comptes épargne où c'est placé un petit peu partout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met cet argent à l'abri de l'impôt pour les rendements. Ensuite de ça, on va aller pleinement cotiser vos CELI qui ne sont aucunement cotisés présentement. Donc, pour l'année 2017, on a le droit à une cotisation de 52 000 par personne. Donc, un total de 104 000 pour les 2 personnes. Donc, on prend la différence qui nous manque avec l'épargne, on va aller chercher avec la maison le 52 000 manquant pour aller chercher le plein potentiel de notre CELI. Ensuite de cela, on a vu que vous avez des dettes à court terme, donc carte de crédit, des petites choses de ce genre-là. Donc, on va prendre le 12 600 $ pour de dettes. Avec la vente de la maison, on va aller rembourser vos passifs qui restent à rembourser. La différence qui va rester au total sur la vente de la maison, on va la prendre et on va la mettre dans la société de gestion que mon collègue aura l'occasion de vous expliquer tout à l'heure. Ensuite de cela. Donc maintenant, pour le plan de la retraite, qu'est-ce qu'on a fait? On a séparé ça en 3 étapes cruciales, que les 3 étapes vont avoir des points qui vont être différents, donc c'est pour ça qu'on le sépare en 3. Premièrement, 65 à 75 ans, 75 à 80 ans et 80 à 90 ans. Donc tout d'abord, lors des 10 premières années, les revenus que vous allez avoir vont être principalement composés de 27 000 $ à la RQ. Ça, c'est des rejoints conjointement, ensemble. Vous allez avoir la pleine rente, comme on l'a dit. La PSV va être à 12 000 $ parce que selon les revenus de M. Tremblay, on a estimé que vous allez rembourser environ 25 % de la rente parce que ça va dépasser le seuil de 72 000 $. La RPDB, que je vais mentionner encore un petit peu plus tard, vous allez avoir conjointement 13 000 $. Vous allez aussi, on a un plan qu'on va vous expliquer plus tard, commencer à vendre des parts de votre entreprise à l'associé que vous avez, le prospect que vous avez commencé à regarder, pour 140 000 $ à chaque année durant les 10 premières années. Pour un revenu net, après impôt, de vous deux conjointement, de 160 000 $. Mais qu'est-ce qui arrive avec 160 000 $? Vous, qu'est-ce que vous demandiez? C'est environ 85 000 $ pour aussi financer votre voyage autour du monde. Donc, le surplus, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est qu'on met 5 500 $ chacun pour cotiser dans nos CELI annuellement pour profiter pleinement du programme, du véhicule de déplacement. Et en plus de ça, on envoie le reste dans la société de capital que vous avez, qu'on va expliquer la stratégie légèrement plus tard. Donc, le régime de participation différée aux bénéfices, soit le fameux RPDB. Donc, c'est sûr que ça, c'est à titre quand on est propriétaire d'une PME, d'une petite entreprise. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est comme un petit cochon et vous pouvez commencer à le retirer une fois à la retraite. Bien, vous pouvez le retirer tout le temps, sauf qu'il y a des stratégies qui se font une fois rendu à la retraite. Donc, les retraits, ça constitue un revenu imposable. Donc, on ne veut pas les retirer tout d'un coup, parce que sinon, il va être imposé à trop haut, à trop haut niveau d'imposition, taux d'imposition. Donc, on veut les retirer peu à peu. Donc, à la retraite, on peut recevoir des versements échelonnés sur une période qui va être déterminée. Et ça, dans le délai pour le déterminer, c'est 90 jours après la date de la retraite. Donc, c'est pas mal dans le temps que ça arrive, donc c'est le temps de le faire. Donc, le retrait, qu'est-ce qu'on vous propose? C'est ensemble retirer pendant 10 ans 13 300 $ par année. Et une fois que ce temps-là va être passé, il ne va plus rien rester dans votre RPD. Ensuite, pour la vente de l'entreprise, qu'est-ce qu'on vous suggère? C'est pendant les 10 premières années, M. Tremblay va vendre à M. Boucher 4 % de ses parts de l'entreprise de 2,5 millions à M. Boucher par année. Mme Labonté, elle va vendre 1 % de ses parts aussi à M. Boucher. Par la suite, pour les 5 prochaines années, M. Tremblay va vendre 5 % et Mme Labonté va vendre 2 % Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'au bout de 15 ans, 100 % de l'entreprise va avoir passé dans les mains de M. Boucher et nous, et vous allez avoir empoché le 2,5 millions de dollars de l'entente sur la vente de l'entreprise. Pour la société de gestion, c'est sûr qu'au moment de la vente des parts de l'entreprise, les revenus nets, ils dépassent les besoins. Donc, on l'a dit un peu plus tôt, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que toutes les liquidités qui vont être excédentaires, on va les prendre et on va les envoyer dans la société de gestion. Et eux vont les placer pour justement aller chercher des taux de rendement qui vont être meilleurs parce que, vu que c'est une entreprise, elle va profiter à un taux d'imposition plus élevé que si ça serait nous, imposé dans nos propres mains. Donc, une partie aussi des liquidités excédentaires, comme j'ai dit tout à l'heure, vont être aussi mis pour maximiser les réels. Maintenant, pour les 5 prochaines années, soit le 70 à 75 ans, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est mettre, qu'est-ce que vous allez avoir, qu'est-ce qu'on prévoit? C'est 32 000 $ dans votre RRQ. Là, on va vendre des grosses parts dans l'entreprise, donc les revenus de monsieur vont augmenter considérablement, donc il va falloir qu'il rembourse 100 % de sa pension de sécurité vieillesse. Donc, ça va donner 8 500 $ au total. Comme je disais, les ventes de l'entreprise vont augmenter, soit 195 000 $ conjointement.
Donc, après impôt, ça va faire un revenu net total d'environ 195 000 $. Encore, on dépasse, on envoie les surplus dans l'entreprise, dans la société de gestion. Et les revenus pour la dernière phase, soit de 81 à 90 ans, on va avoir la pleine ARQ, on va avoir la pleine pension sécurité de vieillesse. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va retirer les revenus, les intérêts que la société de gestion va faire, et on va se les verser en dividendes. Et vu que notre revenu va être beaucoup moins élevé, ben, ça va être imposé à un plus faible taux, et il va y avoir une fragmentation des revenus. Donc, les revenus vont être égaux pour un et pour l'autre. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va diminuer l'impôt total pour un revenu net de 70 000 $ par année. C'est sûr qu'au début, vous demandiez un revenu annuel de 75 000 $. C'est sûr que rendu là, vous avez les moyens, il va être possible de vous le faire. Sauf que normalement, en vieillissant, c'est sûr qu'on bouge un peu moins et les dépenses ils diminuent. Sauf qu'il y a moyen de se rendre encore aux 75 000 $ très facilement. Au niveau de la planification successorale, ce qu'on a remarqué avec vous, c'est que vous n'étiez pas marié présentement. Donc, qu'est-ce que ça pour effet? C'est que tous vos actifs que vous avez présentement ne sont pas nécessairement protégés dans votre conjointeté. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce que nous, on vous propose? C'est un testament notarié. Donc, mettre à sécurité tous les actifs pour le conjoint qui va survivre si advenant le décès de l'un ou de l'autre. Ensuite de cela, on vous recommande également une fiducie testamentaire. Pourquoi? Avec la fiducie testamentaire, qu'est-ce qu'on va aller contrôler? Ça va être la sortie des actifs au courant des années là, après le décès, pour pouvoir également prendre cet argent et la mettre comme vous avez exigé au niveau de la Société du cancer pour l'Université Laval. Ensuite de ça, on va se servir également de ce fiducie pour sortir l'argent pour les petits-enfants. Vous nous aviez dit à quel point c'est important que vos petits-enfants aient de l'argent pour plus tard ou quoi que ce soit. Donc, avec cette fiducie, on va pouvoir également faire en sorte que les comptes se liquident de façon beaucoup plus étalée que si on les liquidait de façon forfaitaire. Donc, on va moins gaspiller l'argent, puis ça va nous permettre de pouvoir également la faire fluctuer au courant des années. Puis, si parfois, au niveau de la vieillesse, il vous arrive qu'une certaine maladie vous rend inapte à contrôler vos actifs, qu'est-ce que nous, on vous recommande également? C'est un mandat en cas d'inaptitude. Donc, il faut que la famille soit capable de prendre le contrôle de vos actifs pour ne pas que vous gaspillez de façon excessive, puis de finalement protéger vos actifs. Donc, vous avez travaillé toute votre vie pour cela, il faut les protéger, ces actifs-là. Donc, ensuite de cela, au niveau de la succession, qu'est-ce que nous, on a calculé qui allait rester lorsqu'on a mis votre espérance de vie à 90 ans? Le CELI, étant donné que nous allons cotiser 11 000 $ par année, plus la cotisation de départ de 104 000 $, qu'est-ce que nous, il va rester à 90 ans? Et on va avoir un CELI qui va avoir une valeur totale de 730 000 $ avec les rendements et tout. Ensuite de ça, avec la liquidation, il va rester 1 300 000 $ dans la société de gestion, donc qui pourra être liquidé pour les petits-enfants ou la famille. On a également vu que vous aviez présentement une police d'assurance vie de 250 000 $. Cette police d'assurance vie, suite à des calculs, nous avons constaté qu'elle était suffisante pour les besoins que vous aviez. Et si nous en reprenons une nouvelle ou quoi que ce soit, étant donné l'âge que vous avez présentement, les revenus, le prix de l'assurance vie aurait été beaucoup trop élevé pour la couverture et pour les besoins que nous avons. Présentement, vous avez présentement beaucoup d'actifs, donc les besoins d'assurance sont beaucoup plus faibles, car les passifs sont nuls, même qu'on va complètement les annuler avec le temps. Donc, le seul passif qu'il peut y avoir à long terme serait peut-être des impacts fiscaux lors de la vente d'une résidence secondaire ou ça ressemble pas mal à ça. Donc, la vente de la résidence secondaire va s'évaluer à 800 000 $ lors de votre décès, supposément. Donc, ce qui est bien important à savoir également au niveau de la résidence secondaire, pourquoi on a décidé que 250 000 c'était suffisant pour combler les impacts fiscaux, c'est que la résidence secondaire ne sera pas toute sa vie une résidence secondaire. Elle va être une résidence secondaire seulement pour les 20 ans qu'on a utilisé pour la résidence principale qu'on a vendue au départ. Donc, les autres années où ce que notre résidence secondaire nous sert, on va la considérer comme étant une résidence principale pour aller chercher l'exonération d'impôts lorsqu'on va la vendre lors de votre décès. Donc, il y aura seulement une partie de 20 ans qui va être imposée. Puis, étant donné que c'est un gain en capital, seulement 50% de ce gain en capital sera imposé. Donc, avec l'assurance vie 250 000, on va être capable de contrer l'impact fiscal dû à la vente de cette résidence secondaire. Également, ce que nous vous recommandons, étant donné que vous vouliez laisser un legs également à vos petits-enfants, un très très beau cadeau que vous pouvez faire à vos petits-enfants, c'est une assurance vie permanente participative. Pourquoi? Parce qu'à l'âge qu'ils ont présentement, ça coûte un prix dérisoire. Donc, c'est vraiment pas cher. Puis, qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet de pouvoir les couvrir de 25 000 et plus, tout en mettant un placement à l'intérieur de cette assurance. Donc, ce placement va pouvoir fluctuer avec les années
et faire en sorte que lorsqu'ils arriveront à les études, en plus d'avoir les REA de leurs parents, ils pourront se servir d'une partie du rachat de la participative pour payer une différence qui va peut-être manquer pour les études. Donc, on libère une charge pour les parents, puis on donne un beau legs pour les enfants. Si parfois ils ne l'utilisent pas au courant des années, ce qu'ils pourront faire avec cette assurance vie participative, ils pourront la laisser croître, parce qu'après un certain temps, elle va se payer tout simplement tout seul. Donc, ce qui va arriver, c'est que le capital à l'intérieur va croître, et ça paye toujours un bon montant d'argent qu'on peut prendre lors de la retraite lorsque ceux-ci vont voir. Et il faut se dire également que si on couvre de 25 000, c'est toujours un montant d'argent qui va être également possible pour leurs petits-enfants et petits-enfants, car le 25 000 peut servir pour les enterrer. Parce que ce qui est sûr d'une chose dans la vie, c'est qu'on meurt. C'est sûr qu'on va mourir, donc ce 25 000-là va servir à les enterrer. Ensuite de ça, au niveau du suivi, sachez que nous, au niveau du suivi, on va faire un service continu avec vous pour également vous offrir le meilleur service possible. Parce que nous ne sommes pas là seulement que pour vous offrir un plan, nous sommes là également pour entretenir une relation avec vous. Donc, vous n'allez pas seulement être un client, vous allez devenir peut-être plus tard un ami ou quoi que ce soit. On va être disponible pour vous à 100%. Ça se peut qu'il y ait des questions que vous ayez au courant des prochaines années. Si parfois vos plans changent, s'il y a des pépins qui arrivent, quoi que ce soit, nous, on va être disponible pour vous. On va se rasseoir, on va réévaluer les objectifs, puis on va changer le plan en conséquence. On va également faire un rendez-vous annuel pour justement regarder ces objectifs, s'assurer que vos préoccupations sont toujours les mêmes, puis on va être capable également de vous servir le plus possible. Parce que ce qui est important de savoir, c'est qu'à partir de maintenant, même si nous sommes une entreprise, vous devenez notre employeur et nous sommes votre employé, donc on va travailler pour vous toute votre vie. Donc, pour conclure, c'est sûr que vous avez des projets pour votre retraite, mais vous avez les moyens de les faire. Avec le plan qu'on vous a construit, on est persuadé que ça va se passer sans aucun pépin. Vous avez travaillé toute votre vie pour ramasser des capitaux qui sont assez importants, mais c'est sûr qu'il y a des petites particularités qui sont importantes à prendre en considération, qu'on peut justement vous aider pour alléger ces barrières-là et assurer que tous vos projets vont se réaliser. Donc, si vous avez des questions, on va être ici pour les répondre. Donc, on vous remercie de votre attention. Merci. Moi, j'avais deux questions. Vous avez parlé à un moment donné des surplus de revenus durant notre période de retraite qu'on pourrait les prendre, les transférer dans la GESCO. Comment on fait ça? Puis pourquoi c'est avantageux pour nous autres? Premièrement, c'est avantageux parce que c'est sûr qu'en tant que personne, ça mettons moi, vous à votre compte, vous prenez des placements. C'est sûr que ces placements-là vont être imposés pleinement. Ça mettons, pour chaque revenu supplémentaire, vous avez un taux d'imposition. Fait que ça mettons, vous gagnez 70 000 bien que vous gagnez $1 de plus, par exemple, c'est mettons 33 sous qui va aller en impôt. Donc, mais si c'est une entreprise, c'est à son nom de celle-ci, bien elle va être imposée à un taux différemment. On parle peut-être en moyenne de 19 %. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça maximise votre richesse. Donc, c'est une très bonne chose. Et en plus, qu'est-ce que ça fait? C'est que vous allez pouvoir la sortir plus tard en dividende quand vous allez en avoir besoin et quand vos revenus vont être plus bas. Donc, ils vont être imposés, mais encore une fois, à plus bas taux d'intérêt. Donc, ça va maximiser votre richesse. Sinon aussi, comment que vous parlez, comment le mettre dans l'entreprise, c'est sûr que l'entreprise, qu'est-ce qu'elle peut faire, c'est émettre des actions. Donc, vous achetez et vous devenez 100% ou 50% pour garder la pondération avec votre femme, 50-50 propriétaire. Donc, c'est la façon de faire pour ça. Merci. Au sujet de la vente de l'entreprise, ce que je comprends, c'est que je vais demeurer propriétaire de mon entreprise pendant encore 15 ans. Jusqu'à temps que j'ai vendu toutes mes actions, que ma femme ait vendu toutes ses actions. Là, moi, aujourd'hui, monsieur l'acheteur, la bonté, c'est monsieur quoi son nom? Je ne sais pas, je n'ai pas son nom. Lui, il est prêt à acheter à 2,5 millions. Il a le temps de changer d'idée. Vous ne pensez pas que c'est un risque de faire une transaction sur 15 ans au lieu de la faire immédiatement? Si moi, je vais chercher 2,5 millions aujourd'hui, ça a plus de valeur, il me semble, que de chercher 2,5 millions sur 15 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr qu'avec le plan qu'on vous a fait, c'est sûr que l'entreprise totale va être vendue au bout de 15 ans, sauf que la prise de contrôle va prendre beaucoup moins de temps que ça. Parce que quand on vend des actions, le pourcentage, c'est 5% par année et monsieur va prendre 5% de contrôle. Donc, au bout de maximum 6 ans, la pondération va être rendue inversée et il va devenir le nouveau propriétaire de l'entreprise et vous allez rester actionnaire et avoir des parts de participation dans l'entreprise. Et c'est dans le fond aussi, c'est sûr que pour n'importe qui, 2,5 millions, ça fait une grosse masse de capitaux embauchés, puis c'est un gros risque aussi. Donc, je pense que c'est bon pour les deux, parce que lui, en même temps, ça va faire une petite charge au lieu d'une grosse immédiate.
Donc, je pense que c'est une bonne entente mutuelle pour les deux, un bon parti qui va permettre que les deux soient bien à l'intérieur et minimiser les risques des deux. Dans mon portefeuille de placement, en sachant que là, on a parlé de CELI, de REER, tout dépend des maximaux qui peuvent être atteints par ces placements-ci. Quelle est la répartition que vous voyez en termes de revenus fixes, actions dans ces portefeuilles-là, voire même non enregistrés? Est-ce qu'il y a une répartition qui est prévue ou les rendements seront distribués selon les gains qui seront faits? Globalement, on avait mis une répartition revenu fixe de 60%, donc 40% en croissance. C'est sûr qu'on a avantage à mettre nos gains en capital dans des comptes non enregistrés, vu que le gain en capital est imposé à seulement 50% du taux d'imposition. Donc, ça serait beaucoup plus avantageux de mettre les actions dans des comptes non enregistrés, puis mettre les revenus d'intérêt qui sont pleinement imposés dans des comptes comme le CELI. En fait, le CELI. Tu as d'autres questions? Moi, j'en ai. Vas-y. Okay. Je vais revenir sur les placements dans la gestion. Ouais. Je pensais, moi, que le taux d'imposition de 19 c'était pour les entreprises exploitées activement, puis qu'à un moment donné, si ça ne l'est pas, puis c'est du revenu passif, on est imposé au même taux que les particuliers. Est-ce que vous avez fouillé ça un petit peu? Donc, c'est sûr qu'il faut qu'elle soit active partiellement, mais c'est sûr qu'elle est quand même moins imposée. Ça va être imposé un peu plus, sauf que ça va rester dans les mains de l'entreprise. Puis, c'est sûr qu'elle ne sera pas, vu que c'est une société qui allait créer dans ce type d'exploitation-là. C'est pas une entreprise, c'est vraiment une société de gestion et non une entreprise exploitant mettons, quelqu'un qui fait qui vend quelque chose ou qui offre un service. C'est vraiment dans le but d'exploiter, de gérer justement des capitaux. Donc, c'est sa raison de vie, c'est pour ça qu'elle existe. Donc, d'après moi, il y a moyen de débattre, puis il y a probablement moyen d'avoir moyen de cause pour que c'est la façon qu'elle exploite et qu'elle vit. OK. OK. Merci. Dernière question, au niveau de l'assurance, juste par curiosité, on dirait que ça. J'aime l'idée, mais je suis juste curieux comment fonctionne le rachat d'une police d'assurance vie. Autrement dit, il faut émettre un ordre, comme de quoi qu'on rachète une partie des assurances. Bien sûr, la partie qu'on va racheter des assurances va enlever la valeur qui est assurée au départ. Mais par contre, si le placement est rendu à 45 000, donc je suis couvert de 45 000, j'en rachète une partie de 10 000, je vais en avoir 35 000, donc je vais avoir une couverture de 35 000. Donc si ma couverture de départ était de 25 000 et que mes placements avec les participations ont monté jusqu'à 45 000, j'ai quand même ma couverture minimale. Par contre, je peux quand même me servir de mes parties de rachat pour pouvoir dépenser pour quoi que ce soit, mais c'est juste la couverture qui va être réduite à ce niveau-là. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a de l'imposition, vu que c'est un placement, il y a du rendement, j'imagine? Il va y avoir de l'imposition, ça dépend au niveau, je me souviens plus du terme exactement comment ça s'appelle, mais il y a une valeur de base comme de quoi que c'est évalué au niveau de l'AMF. Puis eux, avec la valeur de rachat que je mets, c'est la différence entre ça et ça qui fait que le gain en capital va être créé. Donc effectivement, s'il y a un gain en capital, il y a 50% de ce gain-là qui va être imposable sur mon revenu. Merci. Ça fait plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.